Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire isolé par l'intérieur avec la cellulose IQ3. Je vous propose pour commencer de voir un petit peu le contenu de ce webinaire. Nous allons dans un premier temps parler des options qui existent pour l'isolation des murs extérieurs. Ensuite, l'impact d'une isolation par l'intérieur sur le mur existant, les différents avantages et points d'attention pour l'isolation par l'intérieur, les règles à respecter. Nous verrons ensuite quelques détails, quelques dessins, quelques compositions en pratique. Ensuite, quelques exemples de réalisation. Quelles sont les options existantes pour l'isolation des murs extérieurs? L'isolation de la coulisse, l'avantage, ça représente un coût euh, avantageux. Euh, Par contre, on se retrouve avec des épaisseurs limitées, mais qui peuvent être, c'est un type d'isolation qui peut être combiné avec une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. C'est plutôt réservé aux professionnels du bâtiment et on ne va pas isoler la coulisse avec des matériaux biosourcés, pas de cellulose IQ3 en tout cas dans un creux de mur. On peut isoler par l'extérieur. L'avantage, c'est qu'on va supprimer en très grande partie les ponts thermiques. On va apporter une protection supplémentaire au mur existant. Par contre, donc, c'est un système d'isolation assez cher. C'est plutôt réservé aux professionnels du bâtiment. Le phasage est plus compliqué. On va devoir réaliser l'ensemble de l'enveloppe en général euh, en une fois. Euh, Selon les régions ou les communes, un permis d'urbanisme sera nécessaire. Parfois, l'espace n'est pas disponible ou n'est pas accessible pour réaliser ce type d'isolation. Et les façades qui ont une éventuelle valeur patrimoniale ou esthétique disparaissent dans ce cas. Et donc, il reste une solution de celle isolée par l'intérieur. Dans ce cas, l'aspect extérieur est préservé. C'est un système plus accessible aux autoconstructeurs. Un phasage est plus facile, phasage par étage, par exemple, ou par façade, ou par paroi différentes, est plus facilement réalisable. Par contre, on perd un petit peu d'espace de vie à l'intérieur. Les ponts thermiques vont être plus délicats à gérer et seront parfois inévitables. Et on va modifier l'aspect intérieur du bâtiment. De quoi allons-nous parler dans ce webinaire? On va parler de murs pleins en briques. On va parler de murs creux, isolés ou non. On va exclure dans le cadre de ce webinaire les murs en pierre naturelle, en moellon, et les murs en béton coulé. Quel est l'impact sur le mur existant d'une isolation par l'intérieur? Dans une situation d'hiver, lors d'épisodes de pluie répétés, donc le mur va progressivement, potentiellement s'humidifier. Il va plus ou moins s'humidifier selon une série de critères, de paramètres, l'orientation, sa capacité, son niveau de protection à la pluie, etc. Pendant l'hiver, il va y avoir des transferts de chaleur, hein, donc le mur va se réchauffer suite à la perte de chaleur de l'ambiance extérieure. Et cet apport de chaleur va contribuer au réchauffement et à l'assèchement partiel de cette humidité accumulée. Il y aurait également des transferts de vapeur, des transferts d'humidité à travers le mur. Cette humidité accumulée dans le mur, dans les situations d'été, va pouvoir sécher aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. En apportant une isolation par l'intérieur, les transferts de chaleur vont être réduits, c'est
le but, hein, c'est le but ultime de l'isolation, d'apporter une isolation. Et donc, les apports de chaleur moindres donc, vont faire en sorte que le mur va potentiellement plus s'humidifier, va moins sécher en tout cas, et il y aura moins ces apports de chaleur pour contribuer à l'assèchement du mur. On va devoir veiller aussi donc à empêcher une humidité trop importante de pénétrer à l'intérieur du mur en utilisant les matériaux appropriés et une mise en œuvre appropriée. Dans les situations d'été, le mur va toujours pouvoir sécher vers l'extérieur et devra toujours pouvoir sécher par l'extérieur. Et en fonction des matériaux appropriés utilisés, on va également toujours permettre l'assèchement du mur vers l'intérieur. En résumé, pour un bâti sain, sûr et durable, on va veiller à ce que le côté extérieur soit et reste étanche au vent et à la pluie, et soit ou reste perméable à la vapeur d'eau. Le côté intérieur, lui, sera étanche à l'air, sera fermé à la vapeur, mais pas plus que nécessaire. L'idéal, donc, est de travailler ici, et c'est ce que nous recommandons en tout cas, avec le frein à vapeur hygrovariable Proclima Intello Plus, qui est hautement frein à vapeur en hiver. Il va s'opposer au passage, au transfert de la vapeur en hiver. Par contre, il va s'ouvrir en été pour permettre le séchage vers l'intérieur. Entre les deux, donc, nous aurons notre cellulose IQ3 qui permet un remplissage sans vide, sans poche d'air, un remplissage intégral. C'est un matériau qui est perméable à la vapeur et qui est insufflé en contact direct avec le mur à isoler. L'humidité donc s'évacue et peut s'évacuer vers l'extérieur. L'utilisation d'un Plus permet le séchage du mur vers l'intérieur. Quels sont les avantages et points d'attention en isolant un mur par l'intérieur avec la cellulose? Donc on aura une forte amélioration énergétique. Le remplissage intégral sans vide ni interstice est un grand avantage. Un matériau qui n'a pas de forme va épouser les formes les plus complexes du compartiment qu'on va créer. Alors, on se retrouve régulièrement dans des situations de rénovation avec des murs qui sont hors d'aplomb. Aucun problème avec la cellulose ici. Le matériau va épouser et va remplir correctement ces formes qui peuvent être potentiellement très, très complexes. On se retrouve avec un matériau qui est un très bon lambda, doublé d'une capacité d'accumulation de chaleur, qui sont les deux éléments indispensables pour apporter une bonne isolation. L'avantage de la cellulose également, c'est qu'elle est freinante à l'air, elle a un effet freinant à l'air, et donc qui va permettre d'éviter la convection, qui va permettre de pallier aux petites imperfections apportées dans la couche par air intérieure éventuellement. C'est un matériau qui a une longue durée de vie, supérieure à 60 ans, estimée supérieure à 60 ans. Et on se base sur une expérience de plus de 100 ans d'utilisation aux États-Unis et de plus ou moins 35 ans d'utilisation en Belgique. Donc on se retrouve avec un matériau pérenne. L'impact environnemental est très faible. Donc c'est un matériau qui est composé à 90% de matériaux recyclés, principalement des journaux, des cartons. Pas de produits chimiques. L'origine de ces matériaux est locale, moyenne d'environ 250 km autour du site de production en Wallonie, près de Sydney. C'est une production à énergie grise faible, pas de cuisson. L'électricité est 100% verte, dont environ la moitié est autoproduite sur le site de production. C'est une pose qui ne génère pas de déchets, qui est circulaire
et on peut éventuellement également réutiliser cette toile de cellulose dans les années ou les décennies à venir. Au niveau du confort, elle va apporter un confort thermique, pas d'effet caravane, et un confort acoustique. Dernier avantage, c'est la rentabilité. C'est un matériau qui est bon marché à l'achat et la pose est relativement rapide. Quels sont les risques que peuvent présenter l'isolation par l'intérieur? Alors oui, donc si il y a une mauvaise conception ou une mauvaise mise en œuvre, on peut se retrouver face à des problèmes de condensation superficielle, des risques de moisissure, des condensations internes dues à la diffusion ou à la convection et des dégradations de maçonnerie dues au gel ou dilatation. Un point d'attention, c'est le bois, hein, donc tout ce qui est bois et produits dérivés, par exemple les panneaux, les isolants en fibre de bois, la cellulose, etc. Nous déconseillons l'utilisation de ces bois et produits dérivés dans les zones sensibles. Les zones sensibles, c'est quoi? Ce sont des zones où les conditions d'humidité sont permanentes et on pense notamment les zones susceptibles d'être inondées, par exemple sous la surface du sol. Pas d'utilisation de cellulose ou de produits dérivés du bois dans des zones de ce type. Quelles sont les règles à respecter? Avant tout, on va insister sur la nécessité d'une analyse avant d'envisager une isolation par l'intérieur. L'isolation intérieure ne convient pas à tous les murs. On va devoir faire une analyse préliminaire, indispensable, qui sera faite soit par le concepteur du projet, l'architecte, ou éventuellement l'entrepreneur ou la personne qui mettra en œuvre l'autoconstructeur éventuel. Dans un premier temps, analyse fine de la situation existante, ensuite conception, en connaissance de cause, et donc on va concevoir la composition, on va choisir une composition de parois, avec quelle épaisseur on va travailler, quelles seront éventuellement les modifications, les apports, les traitements à faire au mur avant de l'isoler. Ensuite, l'exécution, bah, qui sera faite de la manière la plus fine et la plus consciente possible. Et ensuite, l'entretien. On va parler de tous ces éléments par la suite. Quels sont les éléments du diagnostic qu'on va prendre en compte, dont on va prendre en compte et qu'on va détailler juste après? Donc, dans un premier temps, le climat intérieur, ensuite l'état du mur existant, l'extérieur qui devrait être étanche à la pluie, l'extérieur qui devrait être perméable à la vapeur, la présence ou non de conduites techniques dans le mur existant, l'épaisseur de l'isolation à apporter, la cloison, la nature et la structure de la cloison qui va accueillir l'isolation, l'intérieur étanche à l'air et freinant à la vapeur, les finitions existantes, la gestion des ponts thermiques, les finitions intérieures que nous allons apporter et l'entretien. Alors, dans un premier temps, le climat intérieur. Les bâtiments avec des classes de climat intérieur 1 et 2, par exemple les habitations ventilées selon les normes, les écoles, les salles polyvalentes, les salles de sport, les commerces, showrooms, entrepôts de matières sèches, les bureaux non climatisés, ce type d'habitation conviennent pour l'isolation par l'intérieur. Les bâtiments dont le climat intérieur est de classe 3, les logements non ventilés selon les normes, les hôpitaux, les maisons de retraite, les salles de consommation, restaurants, théâtres et les bâtiments faiblement climatisés avec une humidité relative inférieure à 60% doivent faire l'objet d'une analyse en profondeur avant d'envisager et d'avant, en tout cas d'exécuter des travaux d'isolation par l'intérieur avec la cellulose IQ3. Les bâtiments dont le climat intérieur est de classe 4, donc les bâtiments fortement climatisés avec une humidité relative supérieure à 60%, les piscines, les centres d'hydrothérapie, les locaux industriels humides, etc., ne peuvent être isolés
avec la boîte de cellulose IQ3 par l'intérieur. On se réfère toujours à ce fameux trio magique, le trio euh, indispensable à garder en tête. L'isolation va de pair avec une bonne étanchéité à l'air et qui va de pair avec une bonne capacité, une nécessité de ventilation. Le mur existant, deuxième élément d'analyse, le mur existant doit être en bon état et sec. Alors le brick, on va s'attacher à l'analyse de ces éléments-là. Les briques et le mortier doivent être en bon état, du côté intérieur comme du côté extérieur. Pas de fissures, pas d'interstices, pas de lézardes. L'enduit, la présence d'un enduit extérieur est autorisée, peut rester. Donc un enduit va augmenter l'étanchéité à la pluie, mais par contre, il va diminuer la capacité de séchage. Donc il doit être en parfait état. Donc la moindre fissure, le moindre défaut dans cet enduit extérieur va amener une humidification parfois importante du mur, hein, lors d'épisodes de pluie répétés. Par contre, le séchage, comme il est limité, ça peut poser problème donc pour l'accumulation d'humidité à l'intérieur de ce mur. Aucune trace visible d'humidité ne doit être présente du côté intérieur du mur. Donc ce serait un signe que le mur n'est pas suffisamment étanche, n'est pas suffisamment protégé contre les apports de pluie extérieure. Et donc là, une correction devra absolument être apportée dans ce cas. Les éclaboussures d'eau du côté extérieur doivent être supprimées. L'humidité ascensionnelle sera absolument à traiter. Les enduits et finitions intérieures existants, quand il s'agit de plâtre, de peinture, de finitions diverses, on va les enlever. Les seuls enduits, les seules finitions intérieures qu'on va pouvoir laisser sont les enduits argile ou chaud, ou éventuellement les peintures à la chaux, qui, elles, ne posent pas de problème et pourront être maintenues en place. Troisième élément, l'étanchéité à la pluie battante du mur extérieur. Alors, l'exposition à la pluie, on va euh, analyser l'orientation du mur. Les murs qui ont une orientation nord, qui vont orienter, pardon, sur le secteur nord-ouest à sud-est en passant par le nord, donc ce secteur-ci, sont considérés comme peu exposés à la pluie. À l'inverse, les murs qui sont exposés dans ce secteur nord-ouest-sud-est en passant par le sud, donc ici, sont considérés comme fortement exposés à la pluie. Et donc, ils doivent être ou être rendus étanches à la pluie pour envisager une isolation par l'intérieur. Les types de murs peuvent aussi être pris en compte pour le critère d'étanchéité à la pluie. Une maçonnerie de 2 briques, donc d'environ 400 mm, est considérée comme étanche à la pluie. Les murs creux, isolés ou non, sont également considérés comme étanches à la pluie. Les murs qui doivent faire l'objet d'une analyse, donc une maçonnerie de 1 brique et demie, environ 30 cm, et les maçonneries d'une brique sont à analyser, eux, en profondeur. Les murs d'une demi-brique, par contre, sont à protéger intégralement avant de pouvoir envisager une isolation par l'intérieur avec la cellulose. Par rapport toujours à l'étanchéité à la pluie battante, on peut améliorer donc ces situations, notamment par l'apport d'un produit hydrophobe ouvert à la vapeur. Et donc, on va appliquer directement sur la maçonnerie et on va pouvoir vérifier l'efficacité de ce traitement au moyen, par exemple, du test de tube de Karsten. Donc, c'est un tube qu'on vient coller sur les briques. On va le remplir d'eau et donc on va pouvoir mesurer la capacité d'absorption
ou la limitation d'absorption euh, de cette brique après traitement avec un produit hydrophobe. Ce test est à répéter évidemment sur plusieurs briques, sur plusieurs endroits du mur qu'on analyse, une brique n'étant pas l'autre. Ce test, on va pouvoir le répéter régulièrement aussi pour vérifier la tenue dans le temps de ce produit hydrophobe et donc la capacité du mur à résister à la pluie et sa résistance à l'humidification. On va pouvoir apporter aussi un enduit extérieur ou un système de peinture perméable à la vapeur d'eau toujours. Et enfin, on va pouvoir appliquer un revêtement de façade au moyen de tuiles, d'ardoises, de bardages, de panneaux, etc. Euh, c'est un système donc qui est plus coûteux, mais qui a l'avantage de pouvoir apporter une couche d'isolation supplémentaire éventuellement derrière ce revêtement de façade. Alors attention, les briques gélives, donc quand on va isoler par l'intérieur, on n'aura plus d'apport de chaleur qui vient de l'intérieur du bâtiment. Et donc, on se retrouve avec un combo dangereux, hein, une brique poreuse plus une forte exposition à la pluie en situation de gel. Donc, on risque d'avoir de l'éclatement de ces briques. Et donc, dans ce cas, hein, le mur doit être protégé avant isolation. Attention également à ce deuxième combo à risque, des matériaux sensibles à l'humidité, bah, comme le bois, qui vont se retrouver dans un endroit où le mur est potentiellement plus mince, comme par exemple des gîtes ou des poutres qui sont encastrées dans le mur, ou des linteaux bois, ou des menuiseries extérieures. Et donc, les réponses à apporter dans ce cas-là, bah, donc on peut remplacer les linteaux bois par des linteaux en béton. On peut prévoir localement des protections supplémentaires à la pluie du côté extérieur. On peut adopter une autre solution qui est de couper les gîtes et les faire reposer sur la structure en bois qui va accueillir l'isolation. On verra, on va détailler cette solution un peu plus loin. Si les gîtes sont conservés, donc important de bien vérifier l'état des têtes de gîte, parce qu'il y a de la pourriture, des attaques d'insectes, une humidité excessive. Le taux d'humidité ne peut pas excéder 20%. Aucune circulation d'air n'est permise derrière la tête, derrière et autour cette tête de gîte. Donc pour ce faire, on va ragréer soigneusement autour des têtes de gîte et on va traiter au moyen de l'étanchéité à l'air liquide Aerosana Viscone, éventuellement la version fibre. Donc Aerosana Viscone, c'est un produit de chez Proclima qui permet donc de très facilement, c'est un produit qu'on peut badigeonner ou pulvériser et qui permet de résoudre des situations complexes d'étanchéité à l'air au moyen d'une étanchéité à l'air liquide. L'extérieur doit être ou rester perméable à la vapeur. Alors les enduits, y compris les enduits de ciment, sont généralement très perméables à la vapeur. Par rapport aux peintures, c'est souvent difficile de connaître leur degré de perméabilité à la vapeur. Et donc on estime qu'un système de peinture perméable à la vapeur doit avoir un MUD inférieur à 0,5 mètres. Alors petit rappel, la valeur MUD d'un matériau, donc on pourrait l'appeler épaisseur d'air équivalente. La valeur MUD donc permet de déterminer la perméabilité à la vapeur d'un matériau et pour ça on la compare à une couche d'air équivalente. Donc un matériau qui a un MUD de 0,5 mètres, de 50 centimètres, donc va se laisser traverser par la vapeur aussi facilement ou aussi difficilement, enfin de la même manière en tout cas, qu'une couche d'air de 50 centimètres. Euh, donc l'abri émaillé, pour continuer, l'abri émaillé et le carrelage ne permettent pas l'isolation par l'intérieur et donc devront être supprimées ou voilà. Donc elles ne peuvent pas en tout cas être présentes car elles représentent une couche étanche fermée à
au transfert de vapeur. Présence de conduite technique, donc pas de tuyauterie sensible au gel dans le mur. Et donc à ce moment-là, on va devoir les enlever et privilégier une composition avec un vide technique suffisant, un espace suffisant pour accueillir facilement les tuyaux, les conduites techniques, les conduites d'eau. Alors l'épaisseur de l'isolation, quelle épaisseur adopter? On va parler d'abord dans un premier temps de l'épaisseur minimale, donc pour pouvoir insuffler de la ouate de cellulose. Valeur indicative, mais on conseille de ne pas descendre en dessous de 10 centimètres pour pouvoir insuffler facilement. Si malgré tout c'est impossible de respecter cette valeur-là, et donc si on doit se limiter à quelques centimètres, on peut envisager d'insuffler, non plus d'insuffler, pardon, mais de projeter la ouate de cellulose. Donc vous avez ici un exemple de projection de ouate de cellulose qui est projeté donc humide. On va l'humidifier au moyen de cette buse. Là, juste en sortie de buse, on va projeter un espèce de brouillard d'eau qui va l'humidifier, qui va lui conférer comment dire, un maintien, une accroche suffisante sur le matériau qui l'accueille ici. L'avantage de cette technique, c'est que ça permet comment dire, d'isoler des surfaces et des endroits avec des reliefs potentiellement très compliqués et quand il y a la présence de techniques ou autre. On va ensuite lisser cette couche et on pourra appliquer une finition. Par rapport aux épaisseurs maximales à appliquer, on va prendre plusieurs critères en compte, principalement deux. Le type d'exposition à la pluie du mur et le type et l'épaisseur de la maçonnerie. En fonction de ça, on pourra choisir une ou plusieurs des compositions que nous allons vous proposer, que je vais vous expliquer dans les dias suivantes. Et vous avez dans la dernière colonne ici l'épaisseur maximale qu'on va pouvoir apporter dans telle ou telle situation. Exemple, quand l'exposition à la pluie est nulle, on pourra adopter tout type, quel que soit le type et l'épaisseur du mur en question, on pourra adopter n'importe quelle composition avec un maximum de 250 mm d'isolation. Avec une exposition à la pluie limitée, dans le cas d'un mur plein d'une demi-brique, proposons pas de solution. Il faudra corriger le type d'exposition à ce moment-là. Avec un mur plein de une brique ou plus, ou un mur creux, on pourra adopter toutes les compositions jusqu'à 250 mm d'épaisseur. Dans le cas d'une exposition à la pluie normale à élevée, dans le cas d'un mur non étanche, pas de solution. Donc il faudra apporter une correction. Dans le cas d'un mur plein de une brique ou une brique et demie, étanche à la pluie, composition 1 et 2, 150 mm, et les compositions 3, 4 et 5, jusqu'à 120 mm. Et dans le cas d'un mur plein plus important, donc de 2 briques ou plus, ou un mur creux, on pourra aller de 250, 200 ou 150 selon le type de composition. Un petit conseil, on va essayer de viser des valeurs identiques, voire meilleures en rénovation qu'en nouvelle construction. Par exemple, avec un mur de 300 mm qu'on va isoler par l'intérieur avec 150 mm de cellulose, bien qu'on peut déjà obtenir un U de 0,24 watts par mètre carré Kelvin, ce qui est déjà un bon apport, une bonne isolation. Isoler plus épais que la cellulose IQ3 coûte à peine plus. Un ordre de grandeur, on va devoir débourser environ 1 euro par mètre carré par centimètre supplémentaire. Par exemple, si on isole avec une épaisseur de 25 cm au lieu de 15 cm, donc on devra débourser 10 euros
par mètre carré pour cette isolation supplémentaire. Le résultat donc sont des économies d'énergie supplémentaires et un moindre impact sur l'environnement. Parlons de la cloison qui va accueillir l'isolation. La structure de cette cloison peut être faite de profilés métalliques ou de montants en bois. Dans les deux cas, on va conseiller de la placer à distance du mur à isoler, minimum 3 cm, afin de créer une couche d'isolation continue. Donc la cellulose, c'est un matériau qui n'a pas de forme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Elle va être insufflée et il n'y a aucun problème pour venir insuffler. Elle va remplir l'espace derrière les montants, entre l'espace qui est créé entre le mur existant et les montants de la cloison. Et donc on va créer une couche d'isolation continue qui va éviter ou limiter fortement, en tout cas, les ponts thermiques dus au montant de la cloison. Si on n'a pas le choix, si on place malgré tout la cloison contre le mur et si elle est faite en bois, celui-ci doit être traité. On se retrouve dans une zone potentiellement plus délicate euh, contre le mur, une zone froide. Alors, et autre élément d'analyse, l'intérieur. L'intérieur doit être étanche à l'air et freinant à la vapeur. Alors, on va se focaliser dans un premier temps sur l'étanchéité à l'air. Pourquoi étanche à l'air? Pour éviter la convection. L'air chaud qui s'échappe de la maison en hiver contient potentiellement pas mal de calories, mais aussi beaucoup de vapeur d'eau. Et donc ça peut être problématique. La réponse qu'on va apporter à ça, c'est d'apporter donc une couche étanche à l'air continue pour limiter ce transfert de chaleur, mais pour limiter également l'humidité, pour empêcher l'humidité de s'accumuler dans la structure. Importance de la continuité de cette couche étanche à l'air, ça doit être une couche ininterrompue, raccordée et reliée de la manière la plus correcte, la plus parfaite possible à la couche d'étanchéité à l'air des éléments adjacents comme le frein à vapeur de la toiture, les enduits des murs intérieurs, la dalle de sol, le dormant des menuiseries extérieures, les éléments traversants, etc. Importance donc de la continuité de cette couche. Cette continuité et la parfaite mise en œuvre de cette couche étanche à l'air peut être vérifiée. C'est notre conseil de la vérifier au moyen d'un test d'infiltrométrie, un test blower door. On parle ici d'un test qualitatif, non pas quantitatif. Il n'est pas question ici de déterminer la valeur d'un bâtiment en termes d'étanchéité à l'air. C'est juste un test qualitatif qui va permettre de détecter et de réparer les fuites d'air. On peut combiner donc ce test, cette mise en dépression du bâtiment à une thermographie qui, bah, dans ce cas-ci, vous le voyez, euh, rien ne pourrait laisser supposer des fuites d'air quand on regarde une photo normale. À l'aide d'une thermographie, on voit que le raccord étanche entre la couche étanche à l'air des murs, donc entre l'enduit et la menuiserie et le châssis, n'a pas été réalisé correctement. Et donc ces fuites d'air s'infiltrent, se glissent autour de cette finition en bois et sont visibles grâce à la thermographie ici. L'intérieur donc étanche à l'air et freinant à la vapeur. On va se focaliser maintenant sur le côté freinant à la vapeur. Pourquoi? Pour limiter la diffusion de vapeur. Donc c'est une réalité que la vapeur peut migrer au travers des matériaux. L'apport d'une couche freinante à la vapeur va limiter ou éviter la diffusion de vapeur. Selon la couche qui est utilisée, ça peut créer donc un effet positif en hiver. On va s'opposer au transfert de vapeur, mais ça peut être négatif en été si on utilise un matériau qui est complètement fermé à la vapeur et qui est un pare-vapeur
pur et dur. On recommande donc nous l'utilisation de la membrane frein vapeur hygrovariable 1 Tello+. Le grand avantage de cette membrane, c'est qu'elle est fermée en hiver. Elle va s'opposer au passage et à la diffusion de la vapeur d'eau à travers le complexe isolant en hiver. Et elle est également ouverte en été. Elle va s'ouvrir, elle va ouvrir ses pores en été. Et donc, elle va permettre le séchage de l'humidité éventuellement accumulée dans le complexe isolant vers l'intérieur en été. La condition, c'est que les finitions intérieures doivent être, elles aussi, ouvertes à la vapeur d'eau. Une alternative, on peut également utiliser des panneaux, par exemple des panneaux d'OSB, comme couche freinante à la vapeur. On retrouvera cette solution dans les propositions de composition un peu plus loin. Que faire avec la couche de finition existante? Alors le mur existant du côté intérieur doit être perméable à la vapeur et absorbant pour l'humidité. La couche de finition sur le mur, les couches de finition sur le mur doivent être résistantes à l'humidité, donc on ne peut pas laisser en place des éléments qui seraient pas résistants à l'humidité. On va donc éliminer systématiquement les carreaux de faïence, les carrelages, les couches de peinture par vapeur ou hydrofuge, le papier peint, les enduits à base de plâtre, etc. On enlève donc les couches de finition existantes, à l'exception des enduits d'argile ou de chaux en bon état qui peuvent être conservés. Les ponts thermiques. Un principe de base veut que la couche d'isolation thermique doit être continue. Un pont thermique, c'est un endroit où cette couche est absente ou plus faible. Ça génère des pertes de chaleur et des parois ponctuellement froides qui vont, elles, générer des problèmes de moisissure, de taches, d'humidité, d'odeur, etc., des problèmes de condensation. Deux cas de figure ici, deux exemples très schématiques. Une dalle de béton entre étages et de nombreux murs de refend. Donc, dans ce cas-là, on aura une gestion plus fine, une analyse plus fine et plus approfondie nécessaire pour les ponts thermiques. On va peut-être devoir adapter la couche isolante, l'épaisseur de la couche isolante. À l'inverse, un bâtiment avec des planchers en bois, peu de murs de refend et des raccords faciles avec l'isolation de la cave et du grenier vont permettre une isolation plus épaisse. Puis des finitions intérieures. Alors, les nouvelles finitions doivent être ouvertes à la diffusion de vapeur, comme on l'avait dit tout à l'heure, mudées, épaisseur d'air équivalente, inférieure ou égale à 50 cm. Au niveau de l'entretien, du côté intérieur, donc on va éviter tout apport d'humidité. On va se focaliser sur la couche paraire qui doit, elle, rester intacte. Donc elle doit être pérenne, elle rester intacte dans le temps. Et donc on pense notamment à la dégradation possible d'un frein à vapeur qui se retrouve derrière une paroi de finition, hein, une plaque de plâtre par exemple, et dont on ne peut pas comment dire, attester de l'état dans le temps. Et donc on va faire attention de ne pas la percer en accrochant par exemple un cadre ou un meuble ou que sais-je sur la paroi et que la vis ou les moyens de fixation viendraient abîmer donc la membrane de frein de vapeur. Donc attention de ce côté-là. Du côté extérieur, on va veiller à ce qu'il n'y ait toujours pas d'infiltration d'eau, pardon, pendant toute la durée de vie du bâtiment. Donc les briques ou mortiers endommagés sont à remplacer ou à réparer. Enduit extérieur ou peinture doivent rester intacts. Donc attention aux fissures dans les enduits, hein. Donc
Je répète, une petite fissure peut engendrer beaucoup d'apport d'humidité avec cette difficulté de séchage due à l'enduit, enfin c'est le ralentissement du séchage. Euh, et donc la réparation se fera uniquement avec des matériaux hautement perméables à la vapeur. Alors pour les traitements hydrophobes, comme on l'avait dit précédemment, vérifier son bon fonctionnement dans le temps, si nécessaire, retraiter. Et l'étanchéité à l'appui autour des menuiseries et des techniques traversantes sera analysée, vérifiée régulièrement et on va remplacer les joints, par exemple, silicone autour des châssis et tous les éléments d'étanchéité à la pluie dans ces endroits-là. Voilà, alors en pratique, nous allons voir quelques détails, mais avant ça, je vous parlais tout à l'heure lors de la présentation du tableau d'épaisseur, je vous parlais de composition. Nous proposons ici 5 compositions types que je vais vous détailler. Le mur est décapé à l'intérieur. Là, on a ôté toutes les finitions existantes. Une cloison est construite, séparée du mur existant. Un frein vapeur hygrovariable Intelloplus est placé. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique de placement d'isolation et d'insufflation de cellulose, donc on vient placer un frein vapeur qui va être soutenu par des lattes horizontales, donc des lattes perpendiculaires à la structure, avec un trax maximum tous les 50 cm. Et donc, une fois que ce frein vapeur est placé, on peut venir insuffler tout l'espace ici de ouate de cellulose. Cette solution-ci est avec un espace technique réduit, euh, voilà, des lattes de 25-30 mm d'épaisseur, mais qui permettent quand même l'apport et le placement de blochers électriques et des conduites électriques dans cette petite coulisse technique. Donc on se retrouve ici avec une solution relativement bon marché. On finit avec des plaques de fibre gypse ou des plaques carton-plâtre. Et donc on se retrouve avec une solution relativement bon marché. On a une coulisse technique réduite et donc un des risques ici donc c'est le percement. Donc imaginez qu'on vient fixer un objet, un cadre ou que sais-je. Ici donc il y a quand même euh, un risque potentiel de venir percer la membrane freine-vapeur ici avec les moyens de fixation de ces objets. Deuxième proposition, une composition avec une structure similaire ici. Par contre, on va adopter des lattes plus importantes, plus épaisses, éventuellement mises sur champ ici, pour venir créer un espace technique plus important qui permettra l'utilisation le placement de blochers électriques, mais aussi de conduite d'eau et éventuellement d'évacuation d'eau, qui permettra également de venir compléter l'isolation ici après posée technique. On peut isoler jusqu'à un tiers du R global. On peut venir mettre jusqu'à un tiers du R global du côté chaud du frein vapeur. Et donc l'avantage ici, c'est qu'on protège cette membrane de frein vapeur et par air est protégée puisque plus loin de la couche de finition, donc on a moins de risque de la percer lors d'accroche d'objets sur cette couche de finition. Troisième proposition, on va travailler ici non pas avec une membrane freine-vapeur, mais plutôt avec des panneaux, type panneau d'OSB. Et c'est ce qui va constituer la couche freinante à la vapeur et étanche à l'air. Étanche à l'air, donc on va bien prendre soin de TP, donc de mettre un ruban adhésif sur les joints de panneaux OSB. Et comme finition intérieure, un enduit argile sur canisse de roseau.
Donc c'est une construction, une composition robuste. On peut venir accrocher quantité de choses ici, même des meubles de cuisine, par exemple, des meubles hauts de cuisine. Voilà. Euh, il y a le confort thermique et acoustique aussi apporté par l'enduit argile et l'apport environnemental. Point d'attention, on doit dans ce cas-ci travailler avec des blochets étanches à l'air, ces blochets viennent percer la couche étanche à l'air constituée par l'OSB. Une variante de cette composition, donc en finition ici, on va venir appliquer une plaque de plâtre, une plaque de carton plâtre. On est toujours avec une composition robuste, mais meilleur marché. Les cartons plâtres sont bon marché et disponibles partout. Toujours avec un blocher étanche à l'air ici. Dernière proposition de composition, dans le cas d'enduit chaud plâtre existant, ou chaud sable plutôt existant, ces vieux enduits en deux couches, hein, une couche de chaux mince et puis une couche plus sableuse derrière. Donc ces enduits peuvent être conservés. Euh, et donc on va venir de la même manière créer une cloison, insuffler ici derrière une double couche de plaques de plâtre. Donc on est obligé dans ce cas-ci de travailler avec deux couches de plaques de plâtre pour résister à la pression générée par l'insufflation de la ouate de cellulose. Cet enduit sera réparé, donc l'enduit qu'on a conservé ici, avec de l'aérosanavescon pour éviter les mouvements d'air par convection, puisque cette couche-là va également jouer un rôle d'étanchéité à l'air. Quelques détails de raccord maintenant. Alors, schématiquement ici, si on se retrouve face à un bâtiment avec des planchers intermédiaires en béton, les ponts thermiques seront un peu plus délicats, et donc on va devoir gérer ces ponts thermiques là, on ne va pas pouvoir placer une couche continue verticale, une couche d'isolation continue à cause de la présence de ces planchers béton. Par contre, la continuité de l'étanchéité à l'air sera plus facile à gérer. Dans le cas de maisons avec plancher bois, ben donc là c'est l'inverse. Les ponts thermiques seront plus simples. On peut passer relativement facilement au travers de ces éléments-là, tandis que la continuité de l'étanchéité à l'air va euh, être un peu plus problématique. Les murs de refend vont être analysés également, pardon. Euh, et une attention particulière sera apportée dans les deux cas ici. On va également parler des raccords châssis. Alors, premier cas de figure, comme je vous l'expliquais, donc avec les murs des planchers de grenier massifs. Ici, une proposition de composition. Donc, on part du principe ici qu'on a isolé le plancher du grenier. Donc, ça peut se faire avec un soufflage ouvert de ouate de cellulose. Soufflage ouvert veut dire qu'on vient insuffler, on vient pas déverser des sacs de cellulose, ça ne fonctionne pas. Ça doit absolument être fait avec une machine d'insufflation puisque la cellulose est compactée pour son transport et doit être donc décompactée lors de la pose pour qu'elle puisse prendre son volume et avoir les caractéristiques d'isolation normales. Donc on va venir faire un soufflage ouvert avec de doigts de cellulose, avec une structure ici optionnelle si on veut pouvoir profiter éventuellement de cet espace pour entreposer ou pouvoir venir marcher sur le grenier. Ça, c'est pour l'isolation du grenier. L'isolation des parois, comme on l'avait vu dans les compositions, va se faire ici de la même manière avec une structure bois décalée du mur et la nécessité d'un retour ici. On estime que avec un retour de 1 mètre, donc si la chaleur doit faire un trajet de 1 mètre avant de sortir par l'extérieur, on élimine en grande partie, on se passe, on annihile les effets du pont thermique à partir de 1 mètre de transfert de la chaleur à travers un matériau non isolant.
Donc, on vient isoler, ici, apporter un complément d'isolation. L'étanchéité à l'air, par contre, elle est gérée de cette manière-là. On vient raccorder donc sur l'enduit du plafond existant notre membrane freine-vapeur pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air via cet enduit de plafond. Plancher intermédiaire massif, ici, même chose. Nous allons poursuivre l'isolation sur, pour avoir un trajet de minimum 1 mètre pour la chaleur à travers des matériaux non isolants. Cette solution-là, voilà, donc c'est le cas où on va donc décaper et couper la chape existante et le plancher existant pour venir apporter une isolation rigide qui va permettre la pose d'un plancher, d'un panneau ou autre pour venir finir le plancher. Même chose, la continuité de l'étanchéité à l'air est réalisée ici via le, la surface étanche à l'air de cette isolation rigide et la continuité se fait ici via la chape avec un tape, un ruban adhésif approprié. En bas, on a le même détail que pour le plancher du grenier. Et donc pour le plancher massif au-dessus d'un sous-sol, donc ce détail ici, on vient de le voir, pour l'isolation du plafond de la cave, du plafond du sous-sol, on va apporter euh, une étanchéité à l'air ici au moyen de l'étanchéité à l'air liquide, Aerosana Viscone. On pourra ensuite faire le, le joint, le raccord, étanche au vent, étanche à l'air, euh, ici avec la plaque cellite, derrière laquelle on viendra insuffler de la ouate de cellulose. Dans le cas de maisons avec des planchers en bois, donc le plancher du grenier dans ce cas-ci, même chose, on imagine qu'on a réalisé une isolation, un soufflage ouvert avec la ouate de cellulose entre et au-dessus des gîtes qui constituent le plancher du grenier. Le raccord étanche à l'air, lui, va se faire ici via la membrane qui sera collée sur l'enduit existant. On parle ici d'un enduit à l'ancienne qui est noyé dans des petites lattes hein, qui venaient constituer le plafonnage traditionnel il y a quelques décennies. Euh, et donc on a ici une continuité donc, de l'étanchéité à l'air. En ce qui concerne les planchers intermédiaires en bois, donc on va détailler deux solutions. Soit le maintien des têtes de gîte qui sont encastrées dans le mur. Donc la condition, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'elles soient en bon état. Parfois, le maintien est obligatoire si elles sont structurelles, donc voilà, ce sera pas une option. Euh, il faut envisager des épaisseurs d'isolant limitées dans ces cas-là, puisque on se retrouve, comme je l'expliquais, avec des éléments potentiellement, des zones à risque, hein, des éléments potentiellement délicats, donc des matériaux sensibles à l'humidité qui se retrouvent dans des zones où la maçonnerie est plus mince. Donc, en fonction de la situation, l'analyse doit être faite de manière fine et complète pour voir jusqu'à quel point il faudra adapter l'épaisseur d'isolation pour ne pas générer de problèmes euh, à ces niveaux, dans ce type de mur et ce type de situation-là. On va donc effectuer un ragréage complet, en tout cas ici si on maintient les gîtes hein, en état, un ragréage complet et un traitement avec l'étanchéité à l'air liquide Aerosana Viscone pour éviter tout mouvement de convection, tout apport d'air chaud et humide dans ces zones-là qui pourraient être potentiellement problématiques. La deuxième solution, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est scier les têtes de gîte. Donc si elles sont dégradées ou pourries, donc c'est d'office une solution, et si elles ne sont pas structurelles, donc ça va permettre des épaisseurs d'isolation plus importantes. Et une fois qu'on aura
Si c'est tête de gîte, on va devoir bien sûr ragréer, donc reboucher tous les trous qui accueillaient ces têtes de gîte et de nouveau gérer l'étanchéité à l'air avec l'étanchéité à l'air liquide Intesana. Aerosana, c'est une petite erreur, c'est Aerosana Viscon. Aerosana Viscon. Euh, Vous avez donc cette vue si plus, schématique et dessinée. Donc la solution 1 avec maintien des têtes de gîte dans la maçonnerie. Euh, Dans ce cas-ci, donc, ce qu'on va faire, donc on va construire une cloison, comme on l'avait vu, séparée du mur. On va appliquer via un petit lattage, hein, une petite latte qu'on va appliquer sur chaque gîte, vous permettre de fixer un panneau d'OSB de gîte à gîte. Et sur ce panneau d'OSB, on va pouvoir badigeonner ou pulvériser une étanchéité à l'air liquide. Et donc, on va pouvoir venir assurer la continuité de l'étanchéité à l'air entre étages en venant coller la membrane frein vapeur hygrovariable sur cette couche d'aérosanaviscone, cette étanchéité à l'air liquide qui est appliquée ici sur le panneau. Et donc on a une continuité parfaite d'étage à étage. Ici, cette solution avec maintien des gîtes et compartimentage feu, donc on pense à une solution typique qui peut être adoptée par exemple pour des maisons qui étaient anciennement des maisons occupées par un seul habitant, mais qui vont être séparées, qui vont être, comment dire, habitées par des occupants différents selon les étages. Donc, ils vont être un occupant différent par étage. Et donc, dans ces cas de figure-là, il y a des impositions feu, en général, qui, voilà. Et donc, on va, dans ce cas-ci, appliquer une double plaque de carton-plâtre ou fibre plâtre. Et à la place de la ouate de cellulose ici, donc dans cette zone-ci, on va plutôt appliquer un isolant résistant au feu comme la laine de roche. Et on va pouvoir optionnellement aussi isoler le plancher entre étages ici pour des raisons acoustiques. Juste petite remarque, dont j'avais oublié de parler pour le détail précédent. Ici, donc on voit l'étanchéité à l'air liquide, Aerosana Viscone, qui était appliquée autour et entre toutes les têtes de gîte pour venir éviter tous les mouvements de convection d'air et tous les apports d'humidité à ces endroits, ces zones potentiellement plus à risque. Plancher en bois au-dessus du sous-sol. Donc voilà, ici, même chose, on va appliquer l'aérosana viscone autour des têtes de gîte pour éviter tous les mouvements de convection d'air, l'apport d'humidité. On va pouvoir relier notre écran frein vapeur et par air à cette étanchéité à l'air liquide, qui lui-même pourrait être relié à la, à la couche extérieure ici, qui va permettre d'insuffler en dessous du plancher du rez-de-chaussée. Quelques détails de raccord de châssis. Ici, avec maintien du châssis existant. Alors, ces détails ont été, comme je pense que Carl vous l'a annoncé, c'est un nouveau webinaire, une nouvelle présentation. Et donc, il y a certains détails qui doivent encore être adaptés, mais les détails et le résumé de la présentation et du webinaire qui va vous être envoyé comporteront les modifications, les dernières modifications. En tout cas, ici, nous avons donc le maintien du châssis
existant et donc comment faire le raccord et comment faire le raccord d'étanchéité à l'air et comment éviter le pont thermique. Ici, donc, on va utiliser les panneaux isolants Triotherm Plus. À la base, c'est un système Triotherm Plus, c'est un système qui est prévu pour la pose exportée des châssis, donc le placement des châssis à l'extérieur en cas d'isolation par l'extérieur. On va ici utiliser ce système pour faire le raccord d'isolation pour éviter le pont thermique à cet endroit-là et faire le raccord et la continuité de l'étanchéité à l'air également. Ce sont des panneaux en EPS haute densité, donc qui ont un bon pouvoir isolant et qui sont également étanches à l'air et qui permettent d'accueillir soit un enduit, soit une plaque en carton-plâtre ou de ce type-là. Nous avons ici un détail avec la pose d'un nouveau châssis. On pourrait venir placer un nouveau châssis dans le plan de l'isolation, comme on le ferait pour une isolation par l'extérieur, ce qui peut poser plein de problèmes esthétiques ou autres. Mais donc voilà, ici, cette situation montre en tout cas un remplacement de châssis dans dans le même emplacement que l'ancien. Et donc pour ce faire, on va utiliser ces panneaux isolants Triotherm Plus qui vont venir former un cadre. Donc on va les fixer avant la pose. On va fixer les panneaux au dormant du châssis avant la pose et on va venir insérer cet ensemble dans la baie existante. Les murs de refend, donc de la même manière que pour les passages, pour les murs, pardon, pour les planchers en béton, euh, les passages d'étage en béton. Donc on a ici un pont thermique à gérer et donc pour ce faire, on va venir placer un isolant de manière à ce que le trajet de la chaleur soit égal ou supérieur à 1 mètre à travers des matériaux non isolants. Le raccord d'étanchéité à l'air va se faire de la même manière ici sur l'enduit existant. Quelques exemples de réalisation rapidement. Euh, voilà par exemple un exemple ici qui était fait à Eupen, la transformation d'un abattoir en centre culturel. On se retrouve avec un mur plein de 40 centimètres. Il y a 20 centimètres en moyenne de cellulose qui a été insufflé entre les montants en bois. Toujours à Eupen, transformation d'une maison mitoyenne en une habitation énergétiquement neutre. Voilà, on avait ici 30 centimètres de mur. Il y a environ 30 centimètres qui ont été insufflés en intérieur entre montants. Et on avait un très bon niveau d'étanchéité à l'air ici, après travaux. Transformation d'une maison 3 façades ici à Molle. Donc de nouveau un mur de 30 centimètres d'épaisseur. Les anciens enduits intérieurs ont été décapés. On se retrouve avec des murs très inégaux et donc ici donc on se retrouve face à une utilisation parfaite, enfin, une application parfaite de la boîte de cellulose hein, qui vient épouser tous les reliefs, qui va venir euh, combler tous les vides, même si ces caissons ont des formes très inégales. Euh, les murs étaient injectés pour traiter l'humidité ascendante et donc ici on avait une structure bois détachée du mur et placée sur béton cellulaire pour éviter, voilà, précaution supplémentaire pour éviter les remontées ascensionnelles
Voilà. On avait un frein vapeur qui était géré par des panneaux d'OSB dont les joints étaient collés. L'option ici a été prise de pas réaliser de vide technique, mais des cavités locales pour gérer les techniques et de manière étanche à l'air. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Et pour rappel, nous avons un service technique entièrement gratuit auquel vous pouvez faire appel par téléphone ou par mail pour nous poser toutes vos questions sur l'utilisation de la boîte de cellulose en isolation par l'intérieur ou dans toute autre situation également. On se fera un plaisir de répondre à vos questions.